Iyamotep Amasu Baba Kinkela Wamazulu. Aujourd'hui, on va revenir sur un sujet qu'on a parlé la dernière fois. On parlait de la culture. On va virer aujourd'hui plus dans l'éducation. Parce que c'est quand même l'éducation, je pense que l'éducation est culturelle. Alors, aujourd'hui, dans nos pays africains, principalement, je dirais peut-être en RDC, est-ce qu'on peut dire que l'éducation d'aujourd'hui est semblable à celle d'hier? Parce qu'on voit que nous avons grandi, nous autres nous avons grandi, nous avons vu nos grands-parents agir différemment par rapport à la jeunesse d'aujourd'hui. Mais avec ce que vous ramenez comme enseignement, pensez-vous apporter un changement dans l'éducation d'aujourd'hui par rapport à ce que nous voyons déjà sur terrain? Toi ou Angel, aujourd'hui, il n'y a pas d'éducation. Vous voyez, là où une erreur fondamentale est faite, c'est quand on utilise les mots modernes. C'est que j'appelle l'exaspération de l'habit thérapeutique d'usage. Moderne. Ah, c'est moderne. Moderne. La modernité n'est qu'un concept de la réutilisation. Quand on trouve une utilité nouvelle à un objet que l'on connaît déjà, c'est ça la modernité. La modernité est basée sur l'application, la reconceptualisation de quelque chose. C'est ça la modernité. La modernité naît surtout dans une atmosphère de confrontation culturelle. On dit la modernité vient de l'Occident. OK? Soyons méthodiques. Faisons les devoirs. Qu'est-ce qui est aujourd'hui fait en France? Prenons le cas de la France. Qu'est-ce qui est aujourd'hui fait en France que l'on ne faisait pas au XVIIe siècle? OK? Nous allons indiquer, par exemple, disons les droits de l'homme. OK? C'est bon. Au XVIIe siècle, les hommes avaient moins de droits. Disons, par exemple, quelque chose de bien concret. Les droits aux vacances pour un travailleur. OK? C'est bon. Au XVIIe siècle, il n'y avait pas. Mais le XVIIe siècle, ce n'était pas une époque industrielle. OK? Le XVIIe siècle était une référence paysanne. Qu'est-ce que cela signifie paysanne? C'est-à-dire les gens vivaient dans les villages et toute personne était producteur. À chacun revenait la responsabilité de son sustenance. Comment il vit? Qui était forgeron avait sa forge. Qui était boulanger avait sa propre boulangerie qui se retrouvait dans sa maison ou dans... Celui qui était commerçant, chacun était responsable de lui. Donc les concepts du travail tels que nous l'entendons aujourd'hui n'existaient pas en Europe. OK? Le XVIIe siècle arrive avec la découverte, après l'esclavage. Nous sommes au XVIIe siècle, nous sommes au plein de l'exploitation africaine, parce qu'il faut savoir, la puissance et l'évolution sur le plan industriel, social, intellectuel de l'Europe n'a jamais été le résultat d'un travail. OK? Parce qu'à défaut des fois, on se retrouve à comparer l'Afrique avec les pays européens. On dit, mais en Europe, ils ont ça, nous, on n'a pas. Donc, nos leaders étaient parce qu'ils volaient, non? L'Europe s'est développée ainsi parce qu'il a exploité les autres. 500 ans d'esclavage en Afrique. Où les êtres humains sont utilisés comme des bêtes de somme. C'est vrai qu'aujourd'hui, on paye les vacances, mais tout ça a été réussi parce qu'en Afrique, on n'a rien payé à personne. On a utilisé les êtres humains comme moins que les chiens. On ne comptait pas le nombre de personnes qui étaient mortes. Et toute cette richesse-là, c'est ce qui a fait cette avancée-là. Alors, quand on met sur le plan de la modernité, il faut faire très attention. Parce que si vous voulez que l'Afrique
puisse évoluer au même train que l'Europe, il faut trouver un territoire qu'il faut aller esclavagiser pendant 500 ans, vous aurez les mêmes résultats. Il faut faire la part. Et ça, ceci répercute sur les plans intellectuels, et ainsi de suite. Éducatifs, ainsi de suite. L'éducation est une méthode. Quand tu dis éducation, ce n'est qu'une méthode. Toute méthode, toute méthode est liée à ce qu'on appelle un objectif. C'est pas comme ça. Une méthode n'est méthode que quand il y a un objectif. L'éducation occidentale, western, qui est le fils de l'esclavage, de la colonisation, a pour objectif maintenir ce qu'on appelle la suprématie blanche. La méthode occidentale qui est née du résultat de l'esclavage et de la colonisation est une continuité de la méthode qu'il y avait durant l'esclavage et la colonisation. C'est quoi? Maintenir la suprématie blanche. Et de cet objectif-là, naît une classification des méthodes, des sous-méthodes. Donc, il faut savoir cela dans la tête. Donc, par là, on peut comprendre que ça veut dire que nous avons la déformation de l'éducation que nous avons nationale au pays vient de la mauvaise copie ou tout simplement de l'influence de l'Occident sur l'Afrique. Absolument. Je dirais bien, la faute vient de nous qui avons mal copié ou tout simplement on nous a imposé ou on nous a influencé une forme d'éducation. Allons tout doucement. Qui on accuse? Non, alors il faut comprendre d'abord les termes. Nous allons rentrer dans l'Afrique avant l'esclavage. Nous avons connu des royaumes. Royaume Congo, Bamilinké, Zulu, qui avaient une éducation. Okay? Et cette éducation avait justement été basée par un objectif. Et nous avons vu cet objectif se manifester. Les royaumes africains étaient riches, puissants. Okay? L'histoire de l'esclavage et de la destruction n'est pas seulement une histoire africaine. Comme je le répète beaucoup de fois, Alexandre le Grand a détruit le monde qu'on appelait là-bas acadien, Simero-acadien, ou acadien-babylonien, qui est aujourd'hui le monde arabe. Il a détruit le monde indien qui est parti, qui n'existait plus. Les Indiens sont partis. Il a détruit le monde australien, qui n'existait plus. Okay? La modalité opérative occidentale est celui de la destruction. Et l'Afrique n'est pas un cas isolé. OK? XVIIe siècle, 1785, à la conférence de Berlin, nous rentrons dans une étape différente. Parce qu'il faut comprendre que jusqu'au XIVe siècle, on a une histoire différente. C'est qu'on n'enseigne pas à l'école aux enfants. C'est pourquoi nous avons un grand problème. L'éducation africaine n'est pas africaine. Mais nous allons y arriver. 1885, on rentre dans l'esclavage. Okay? Jusqu'aux années 60. Les années 60, on sort de l'esclavage, on rentre dans la colonisation. Non, pardon. On rentre dans l'esclavage fini bien avant, aux alentours du début du XVIIIe siècle. OK? Et on rentre dans la colonisation. Avec l'arrivée des Diego Cao, OK? Qui sont les émissaires qui, un peu de l'évangile de la colonisation. Ils sont les disciples de l'évangile colonial. Qui sont l'arrivée des explorateurs, saigne la fin de l'esclavage et le début de la colonisation. Pour Christophe Colomb, la colonisation
va jusqu'aux années 60. Nous avons ce qu'on appelle la précolonisation. Okay. Quand les royaumes africains tombent, nous sommes rentrés dans une autre phase historique. Et l'éducation africaine est une éducation de service. OK? Et confère William et le livre de, comment on appelle ça encore, comment faire l'esclave. Okay? Il y a une méthode qui est appliquée. Okay? Parce que l'esclave, on les fait, il n'est pas. On fait l'esclave. On conditionne, on fait sortir un être de l'état naturel pour le forcer dans un état superficiel. C'est-à-dire, il faut savoir que nous sommes rentrés durant l'esclavage dans des états superficiels d'existence. Cet état superficiel, pour le dire non naturel, avait une autre destination et donc une autre méthode, une autre objectif, qui est celui de servir les métropoles, d'enrichir le monde occidental. C'est à ce moment-là que l'Africain est transformé en bien de production de valeur et bien des consommateurs, des consommations. OK? Il a conservé cette fonction. Et durant cette phase-là, il y a une éducation particulière. Parce que le noir devait devenir un consommateur. Et il fallait l'éduquer. Il avait une éducation à la consommation. Fini les années 60, il n'y a pas eu une pensée philosophique qui puisse redonner à l'Africain une nouvelle destination. Il est resté consommateur. Consommateur, donc ça veut dire qu'il a consommé maintenant l'éducation occidentale. Il est resté penché vers... Non, il est victime de l'éducation coloniale. Il n'a pas pu remoderniser. Et pendant que l'Occident était présent pour maintenir ses objectifs, l'Occident n'est plus présent pour maintenir ses objectifs. Okay? Et l'Africain n'a jamais été en mesure de recadrer son propre. On dit souvent que l'éducation africaine dépend de l'UNICEF. Non, l'UNICEF est là pour garantir la suprématie blanche, c'est tout. L'UNICEF, pardon, s'il vous plaît. L'UNICEF est là. Okay. Le seul travail que font les différents organismes de l'ONU, l'UNICEF, OIA, FAO, c'est maintenir la suprématie blanche. Il n'y a pas une autre fonction qu'ils font. Toutes ces autres fonctions que nous voyons là sont masquées. Ils sont là pour maintenir la suprématie blanche. C'est les cercles. Parce que pendant 500 ans, ils ont produit assez de richesses. OK? Et ces richesses sont capitalisées parce que c'est ceux qui sont été investis dans le système financier et dans le système économique, duquel dépend le monde, le système boursier, duquel dépend le monde aujourd'hui. La seule chose maintenant, il faut maintenir l'écart. Et tous ces organismes, ONU, OIA, ils sont là pour maintenir la suprématie blanche. Point final, ils ont quel autre objectif? Et dans notre monde, il est resté un désordre implacable. Un désordre implacable. On n'a pas pu rentrer à la culture, on n'a pas pu nous réinventer, on n'a pas pu faire une renaissance pour aller voir les objectifs qu'avaient nos ancêtres, pour nous raligner à cela. On n'a pas d'objectif. Et qu'est-ce qui s'est passé? Année après année, la présence occidentale, du point de vue même culturel, a commencé à se faire moins. Parce qu'ils n'étaient plus là pour presser leurs intérêts. Et de moins en moins, de plus en plus, année après année, on a commencé à voir une chute des valeurs. La chute des valeurs est un résultat de manque d'objectifs culturels. C'est ce qui nous porte à ce que nous sommes aujourd'hui. Du point de vue culturel, nous sommes dans la forêt. Dans la forêt, chaque animal vit pour soi et n'agit qu'en fonction de ses propres intérêts et de ses propres instincts. Nous ne devons pas parler d'intérêt. Nous devons parler de culture. La culture définit les intérêts, les objectifs, les intérêts et les méthodes. Sans cela, il n'y a rien. Ce que nous avons vu en Afrique et nous voyons aujourd'hui est le résultat d'une défaite culturelle et d'une incapacité à se recréer en tant qu'être, à s'apprécier en tant qu'être. Malheureusement,
Cette perspective est un fond sans puits. Et pardon, est un puits sans fond. Il n'y a pas de fond. Chiter, 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 chiter. Jusqu'à ce que vous allez vous retrouver à une phase donnée dans le cannibalisme pur. Ok? Vous allez vous retrouver dans le cannibalisme pur. Je ne dis pas cela en tant que prévision prophétique. Je dis cela comme prévision déontologique de ce procès de perte de l'humanité. Pourquoi l'humain ne mange pas, ne mange plus l'humain? Plus l'humain. Parce qu'il y a un processus de valorisation de l'humain qu'il est lui-même. Ok? Ce n'est pas... non, c'est un processus de valorisation. Quand vous vous dévalorisez, vous arrivez à cela. Tu arrives aujourd'hui au Nigeria, à Lagos. Dans 30 minutes, tu ordonnes un cœur humain, on te l'apporte. Dans 30 minutes. Tu as besoin des reins humains d'une fille de 10 ans. Tu as ça dans 20 minutes. Tu as besoin d'un œil d'un garçon de 17 ans. Ce n'est pas une heure d'entente. C'est dans 20 minutes que tu vas l'avoir frais. Alors ça, c'est pas du cannibalisme, ça? Oui, oui, ça c'est du pur cannibalisme. Ah! Nous sommes tout droit en train d'aller ça. Je vais vous faire voir. Vous voyez l'insécurité qu'il y a à Kinshasa, où on est capable de tuer quelqu'un. Parce qu'attends, un vol c'est quelque chose. J'arrache quelque chose qui t'appartient, ou à travers la rue, je te vole quelque chose. Mais quand je suis en mesure de te couper en morceaux pour prendre une montre, ok? Nous sommes au début du cannibalisme. Ok? Parce que quand on développe cette perte d'humanité me porte à pouvoir considérer l'être humain sans valeur, au point où il proprement une seule montre, ok, a plus de valeur que la personne. Ok? La prochaine étape est la perte de valeur totale et complète de ces mêmes choses-là, qui ne pourra plus me nourrir. Si cette chose ne peut plus me nourrir, c'est ta chair qui va me nourrir maintenant. Et ça sera une conséquence logique de la perte, de la chute, de la valeur de l'identité en tant que perception individuelle dans laquelle nous sommes engagés. Et les comportements que l'on définit aujourd'hui, le manque de respect, c'est une manque de valeur. Douanetchen, on va aller plus profondément chez nos sœurs, chez nos dames. On a copié, je dirais, on n'a pas su avoir de repères. Nos femmes s'habillent, préfèrent maintenant s'habiller comme les femmes occidentales, plus précisément, légèrement ou assez dénudées. Est-ce que cela pose problème à nos valeurs anciennes ou tout simplement cela pose-t-il problème spirituellement, métaphysiquement, culturellement? Mais je dirais aussi que quelque part d'autres disent au pays il y a de cela 100 ans ou 200 ans, je ne sais pas s'ils sont mal informés, l'Africain ne s'habillait presque pas. Mais pourquoi aujourd'hui on doit se plaindre que nos filles se dénudent alors que, comme les Occidentaux, alors que elles pensent qu'à l'ancien temps, il y a 200 ans, l'Africain ne s'habillait presque pas. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? J'ai grandi en Italie. Ok? J'ai grandi en Italie. Ensuite en Angleterre. Et en tout cas, je n'ai pas vu de filles nues. Je m'en suis fait de quelques-unes. Ici, des familles. Des pas bonnes familles. Du team est pratiquement né et grandi en France. Du team. Les filles se sont nées en France. Les filles blanches sont nées en France. Ils sont chez pour être nés. Ils ne s'habillent pas.
Il existe une catégorie, même en Angleterre, où les mœurs sont très bas. Okay? Même en Angleterre, où les mœurs sont très bas, parce que c'est la vérité. En Angleterre, les mœurs sont très bas. Ok? Ce sont les filles noires que l'on voit à poil, mal habillées. Maintenant, je vais faire certains exemples. L'Occident, la fille blanche a un corps bien défini d'une certaine manière. Et du point de vue anatomique, ils n'ont pas de gros seins et de gros bassins. Okay? Et quand ils se mettent un bas, c'est pas provocateur, c'est pas abuseur. Voyez un peu. Et dans la logique du terme, ça passe. Mais le même habit mis par une fille noire, c'est dégradant. Pourquoi veux-tu te promener, t'habiller comme une fille blanche? Vous n'avez pas les mêmes calibres de corps. Premier point. Mais allons-y doucement. Allons-y très doucement. Quand quelqu'un va en prison, homme ou femme, tu es arrêté, tu es apporté en prison, avant de rentrer en prison, qu'est-ce qui est fait? On vous déshabille. Pourquoi? C'est un plaisir, c'est un caprice ou pourquoi? Je pense que c'est aussi une forme d'humiliation. Exactement. C'est une forme d'humiliation, une perte d'humanité. Ok? C'est une perte d'humanité, forme d'humiliation. Quand un homme est déshabillé, il ne vaut plus rien. Une femme. Dans l'histoire de l'esclavage, pour dévaloriser l'homme noir, souvent il a été forcé à se déshabiller. Nous avons beaucoup d'exemples. Savez-vous que les hommes et les femmes noires en France, en Belgique, en Espagne, au Portugal, étaient mis dans des eaux comme des animaux et les gens payaient à la porte pour venir les voir? Vous savez cela? Vous savez cela? Oui, oui. Et quand il y avait ces parcs ouverts, ok? Et puis il y avait des clubs pour adultes, ou encore les hommes et les femmes étaient mis à poil, spécialement les femmes. Étaient mis nus. Et ces gens-là, ces ancêtres-là, pour des questions de service, ils sont habitués. 200 ans, 300 ans, l'Africain était né. Quel beau mensonge. Quand les récits écrits par Digokao disent de même qu'en arrivant dans les royaumes Congo, ils ont découvert les lins et les cuirs. C'est-à-dire, ils ont fait les lins et les cuirs, pourquoi? Oui, parce que c'est une d'informations que beaucoup en Afrique ne savent pas. Beaucoup prétendent, pensent, bon, par ignorance aussi. J'ai les documents. La prochaine fois, nous allons faire avec les documents à l'appui. Beaucoup pensent que c'est l'Occident qui nous a amené absolument pas. Vêtements. Absolument pas. Il n'y a aucun peuple dans le monde. Je signale ça. Il n'y a aucun peuple dans le monde. Aucun peuple dans le monde qui est né, qui était né. Seuls les peuples esclavagisés ont été forcés à la nudité. Okay? L'histoire de l'Afrique nue, c'est quoi? C'est le XIIIe siècle. Pardon. Pas fin 13e siècle, début 14e siècle et jusqu'au 17e siècle. C'est qu'on le rencontre depuis, selon les écrits. Attends. Les gens étaient nés en Égypte antique, qui a 7000 ans. On a référence des gens nés en Égypte antique. Non. Est-ce que les gens étaient nés en Cimmérie? Non. Or, nous savons très bien qu'en Cimmérie, c'était une population noire, les Gagagisa. Ok? Nous avons une histoire de plus de 12 000 ans où il n'y a que des Noirs sur Terre. Nous avons l'histoire d'Égypte,
qui démontre pendant plus de 4 millénaires où les Noirs étaient en puissance, en force. Les chevaliers, la cavalerie a été inventée par les Noirs. Les premiers châteaux dans le monde ont été inventés par les Noirs, à Tombouctou. OK? Donc on doit comprendre par là que les rois étaient habillés. Ils ne voyaient pas le roi nu. Non, mais ils étaient habillés. Comment voulez-vous quelqu'un qui va inventer l'écriture et écrire dans une librairie, écrire... Vous rendez comment c'est illogique? C'est illogique. Vous rendez comment c'est ridicule? Et après tout ce parcours-là, on arrive au 14e siècle, on devient né. C'est-à-dire, selon les gens, les royaumes Congo, que l'on voit, l'Intine ou Kimpavinta, tous ces gens-là vivaient nus. Mais il faut sortir de l'enfance. Oui, oui. Il faut sortir de l'enfance. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui a été nu. Il n'y a aucun peuple dans le monde qui a été nu. Le peuple ont été dénigrés dans le monde parce qu'il fallait passer dans une phase. L'Europe devait monter en puissance. J'ai donné notre élément. On appelle l'Europe le Nord. OK? Pourquoi? Et cela a été démontré scientifiquement parce qu'il y a ce qu'on appelle les cartes sous Peter Projection, un Peter Projection. Les cartes du monde avaient été tournées. Le haut est devenu le bas est devenu le haut. Pourquoi? Parce que l'Afrique se trouvait au nord, en tant que Kachopa, avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'Afrique du Sud, l'Afrique du Nord. Et l'Europe était au bas de le nord. Et l'Europe ne pouvait pas supporter. L'Europe ne pouvait pas supporter une telle position. Parce qu'il devait devenir être au-dessus par force. C'est-à-dire, vous imaginez les degrés de folie. Vous imaginez les degrés de folie. Non, 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 non. Non, non, non. Mon pays, notre continent ne peut pas être au nord, ne peut pas être au sud. On doit être forcément au nord. Mais la géographie dit que nous sommes aussi non. Tournez la carte. À partir d'aujourd'hui, la carte ne se lit plus comme ça se lit comme ça. OK? La folie des grandeurs. Et c'est ces mêmes folies de grandeur qui, comme l'histoire du noir est antérieure à l'histoire des blancs, reconnaître à l'être au noir l'habit, ça signifie les placer au-dessus du blanc. Et aussi, il fallait renverser. De la même manière que les cartes ont été renversées. C'est ainsi que l'Africain doit retourner à l'âge d'Adam. Parce que l'on dit la Bible qu'Adam était nu, non? Donc, reconnaître que l'Africain était habillé et que l'histoire occidentale vient après, c'est-à-dire l'Adam était... L'Europe commence avec l'Adam. Et donc, et c'est là, il mettait les Noirs dans un plan de supériorité. Il fallait renverser la situation. Alors, il fallait dire que les Noirs étaient nus. Et lui, blanc, était habillé. Et bien, il ne fallait pas seulement le dire, il fallait les renforcer. C'est-à-dire les esclaves devaient vivre nus. Il ne fallait leur accorder ni possibilité de construire une maison, ni une possibilité de s'habiller. Leurs habits et leurs constructions devaient être temporaires, faits de sable, de bois, de feuilles, temporaires, parce qu'ils ne devaient pas se mesurer au maître. Ils ne pouvaient pas s'habiller comme les maîtres dieux blancs. Ils ne devaient pas se manger comme les dieux maîtres bleus. La nourriture était pour lui. Hein? Tout ça était pour lui. Et nous sommes encore esclaves. Donc, aujourd'hui, nos femmes africaines doivent comprendre que les valeurs de s'accoutrer avaient déjà commencé chez nous en Afrique. C'est parce qu'on avait déjà compris cela. La nudité que la femme africaine s'impose aujourd'hui était un facteur commercial. OK? Il faut savoir que durant l'esclavage, il y avait une méthodologie. Souvent, ce qu'on vendait plus étaient les femmes plus que les hommes. Pourquoi? Avoir des esclaves hommes était dangereux. Parce que les esclaves hommes se rebellaient. Comme c'était des guerriers, ils s'organisaient, ils rentraient la nuit, ils tuaient. C'est-à-dire, pour avoir, quand il y avait 10, 20 esclaves blancs, noirs, ça demandait beaucoup. Il fallait avoir des tours de contrôle 24 sur 24 heures. Il fallait avoir des gens armés, forts, capables de résister. Parce que ça s'est passé des milliers de fois qui ne sont pas rapportés dans l'histoire officielle, que les Noirs qui s'est rebellés, dans la nuit, ils s'est réveillés, on coupait la gorge au maître et à toute sa famille, on égorgeait tout le monde.
Ça, ce n'est pas un cas isolé, ce sont des cas qui sont passés pendant tout ce temps-là. Alors, quelqu'un qui n'avait pas extrêmement de moyens ne pouvait pas acheter des esclaves noirs, c'était risqué. OK? On prenait des esclaves femmes. Alors maintenant, la femme était devenue objet. Il fallait la vendre. C'est quoi l'objectif d'une femme? Il faut savoir que l'esclave noir était difficile à manier. Et donc, ils se sont dans la spiritualité de l'esclavage, on s'est dit, le premier esclave noir ne doit être qu'un fécondeur. Parce qu'on ne peut pas avoir un contrôle sur lui. Il faut briser l'esclave femme. Faire ce qu'il soit sous notre contrôle et qu'il donne un enfant. Qu'il va aimer et qu'il va éduquer selon notre méthode. Les esclaves noirs, les vrais esclaves, ce sont les esclaves de deuxième génération. Les premières générations n'étaient servies que pour les forcer à l'accouplement. Les fameux mandingos. Et donc, un des prérogatives pour la vente des femmes était sa capacité à donner naissance. Et l'anatomie nous enseigne très bien que les bassins, la largeur des bassins et la qualité des seins sont des instruments qui indicateurs soit de la fertilité de la femme, de la capacité de reproduction à cette époque-là. Et donc la femme devait être mise dans les marchés pour être vendue. C'était ça, la nudité était la décoration. C'était sa décoration. Cet élément, la femme qui avait plus de bassins, plus de seins, avait une valeur élevée. Et c'est comme ça que nous avons absorbé cela. C'est comme ça que nous amenons les femmes avec des bassins plus extendus et les seins plus protubérantes. OK? Et comme nous avons, nous les Noirs, les hommes noirs, internalisé ce mécanisme où nous définissons la qualité de la femme psychologiquement de manière inconsciente, par ses bassins et ses têtes, dit à ce triavilisme ou construction psychologique des esclavagistes, les femmes aussi ont appris à se faire voir à leur corps pour être mieux. Comment les femmes qui ont plus de bassins se sentent pas supérieures aux femmes qui sont sans bassin. Et ça devient des conditionnements esclavagistes. Et ce modèle de comportement a continué jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez un peu. Et ça marque la décadence. OK. Là, on voit que c'est la partie historique. Maintenant, aujourd'hui, par rapport à notre réalité, est-ce que ces faits ces dénudés, ces femmes qui montrent leur corps, est-ce que ça y a-t-il un problème que ça pose psychologiquement à la société, mentalement ou dans l'environnement? Énormément. Est-ce que ça ramène des problèmes? Pourquoi pensez-vous que les autres cultures, prenez l'exemple turc, arabe, exigent que les femmes soient vêtues? Pourquoi? Parce qu'il faut savoir du point de vue métaphysique, la femme possède en elle l'énergie du chaos. C'est-à-dire, s'il vous plaît? L'énergie primordiale, forme chaotique. La femme donne naissance parce qu'elle a en elle l'énergie du chaos qui est fécondée pour donner naissance à un être. Cette énergie libérée sans un objectif porte la destruction. Chaque fois que tu vois une femme nue qui n'est pas ta femme, c'est une malédiction, c'est une destruction. Qu'il s'agisse de pornographie ou pas, c'est une malédiction. C'est une production. Et malédiction, un malédicté, c'est un mal. C'est un mal. La femme est comme une bombe. Et la voir nue, c'est comme la détonner. Nous, on a oublié beaucoup de choses. On dit que quand tu vois la nudité de ton père qui est maudit, absolument pas. Si tu vois la nudité de ta mère, tu es maudit, mais ce n'est pas ta mère. Toute nudité des femmes que tu vois, qui n'est pas ta femme, ou qui n'est pas en relation amoureuse avec toi, est une malédiction. Pourquoi vous pensez qu'il y a les concepts de
les relations sexuelles après les mariages. Ce n'est pas une construction religieuse. Absolument pas. Ce n'est pas une construction religieuse. C'est une réalité. C'est une réalité thermodynamique. Toute femme qui est un ange de procréation, c'est-à-dire qui a fait ses premières règles, sa nullité est sacrée. Et quand tu dois l'avoir, il y a un rituel qui doit être fait. Ces rituels que nous appelons fiançailles, c'est tout ce genre de choses-là. Ces rituels doivent être faits. C'est-à-dire, généralement, on dit la personne va venir à la maison de la famille avec un cadeau comme ça. Ce rituel doit être fait, sinon c'est une malédiction qui était accordée sur toi. Tous les cas. Une femme qui se met avec des habits qui exposent son corps et qui se promène comme ça, une pomme funèbre, c'est de la malédiction en distribution. Et les pays qui sont ce genre de culture, partout dans le monde, ne vont nulle part. Ok. Là, je comprends que la femme qui s'habille à moitié à poil est en train d'émettre une fréquence... Dégager le chaos. Dégager une fréquence qui est le chaos. Là, c'est la personne en face qui subit. Et la femme qui, elle, se promène souvent comme ça, prend du plaisir à se promener de façon assez exhibée. En contrepartie, en retour, ça ne lui pose pas à elle problème. Parce qu'on a compris que la flèche était plus sortant. Sortant, la flèche est sortant. Est-ce qu'il y a-t-il, bon, vers la flèche rentrant, y a-t-il au moins quelque chose qui se passe ou bien il n'y a aucun problème pour les femmes qui s'habillent comme ça? Il y a un problème. Et comme je dis, il y a un processus de perte de valeur continue de soi qui nous apporte au cannibalisme. Okay? Déjà présente. Okay? Et deuxième point, notre monde n'est pas... Nous ne sommes pas seuls. Hein? Souvent, on se pose des questions sur les gens qui sont dans les autres planètes, mais sur Terre, nous ne sommes pas seuls. Nous avons autour de nous les génies, dit les djinns, pour ne citer qu'une seule catégorie. Je parle des djinns parce que les djinns sont compatibles sexuellement avec l'être humain. OK? Et pour les djinns, une femme qui est à poil est un accord. Quand tu te promènes en rue, dénudé, moitié à poil, les djinns te regardent, il vient après toi. Admettons que tu es une femme mariée. Le djinn va venir auprès de toi, après toi, il va coucher avec toi. À partir de ce moment-là, ton mari, s'il couche avec toi, après que tu aies couché avec le djinn, c'est un homme mort, c'est un homme foutu. Son travail ne fonctionne plus, ses affaires ne fonctionnent plus. Et si, ça c'est dans le cas où le djinn l'accepte, autorise d'être en relation en trois. Si le djinn ne l'autorise pas, il peut détruire le mari. Il peut le tuer. Et tout ça se passe pendant que la femme est inconsciente. Elle ne sait même pas ce qui se passe. Donc ça veut dire que peut-être pendant son sommeil... Mais ça, c'est un mécanisme du point de vue de la littérature. Alafia est inconsciente, mais de l'expérience que j'ai de Alafia est, quand j'en parle, quand les femmes que j'ai ici en traitement à Alafia est, beaucoup en sont conscientes. Beaucoup me disent, Baba, quand je suis sur le lit, je sens quelqu'un monter sur mon lit. Je ne le vois pas, mais je le sens. Je sens quelqu'un sur moi. Et toutes les femmes qui sont en train de leur côté, beaucoup se retrouvent dans ces lits-là. Et dans ces cas-là, la plupart ont donné leur approbation ou tout simplement, elles ne savaient pas quoi faire. Elles n'a su rien dire à son mari. Donc par là, je veux dire... Comment tu vas dire ça à ton mari? Des fois, ça arrive, tu es confus. Tu es confus, tu ne sais pas ce qui arrive. Mais tu sens quelqu'un venir sur ton lit. Tu sens la présence de quelqu'un, tu les sens te prendre. Ou des fois, c'est dans les rêves. Tu fais des rêves où tu es toujours au bord de l'eau avec un homme. Tu couches avec un homme au bord de l'eau. Et tout ça, au départ, a commencé du fait que la femme s'est habillée d'une certaine façon, assez légère en route. Oui. Et c'est comme ça que la femme attire un djinn. Exactement. Donc, fréquenter, aller dénider à poil, fréquenter le lieu comme les bars, les hôtels de nuit, les hôtels de passage, ok?
attire les djinns et être à poil, disons, se laver tout nu et en train de chanter sous l'eau aussi attire les djinns de l'eau qui vont venir. Quand ils te trouvent à poil en train de chanter, c'est un accord. Ils vont rester avec toi. Et quand les djinns s'est accouché avec toi, c'est office de mariage. Donc cela peut se passer sans l'approbation donc de la femme. Ça veut dire que la femme n'a même pas son accord à donner. Et si un djinn lui court après, et si... Je ne sais pas. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle des codes de vie. C'est pourquoi il existe des méthodes de vie. C'est pas pour rien, c'est pas pour rendre ta vie difficile. C'est pour te préserver de beaucoup. Pour les djinns, la nullité d'une femme est un accord. Pire effet, ah, ok. Donc, tant qu'une femme est presque à poil, à l'air libre, c'est déjà un accord. C'est un accord. C'est déjà son approbation. La djinn ne suit pas une femme. C'est déjà une invitation. On peut même dire que c'est une invitation. Le djinn ne suit pas une femme habillée. Habillée. Non. Le djinn ne suit pas une femme habillée. Quand tu es à poil, c'est un accord de fait. En mini-jupe avec tes cuisses dehors, c'est un accord. Tes poils, c'est un accord. Ton ventre, c'est un accord de fait. Et quand je vois comment un monde comme ce Kinshasa est contaminé des points de vue des djinns et des esprits, et des étailles, c'est que vous voyez. Est-ce que c'est là aussi, c'est par rapport à un âge bien donné? Est-ce qu'on doit dire que toutes les filles, par exemple, une fillette qui joue, une fillette de 12 ans, non, qui joue presque à poil, à partir de l'âge de puberté. Quand les femmes aillent ses premières règles, c'est une... Ah, ok. Pas avant cela. Ok? Elle n'a pas l'énergie des femmes. Ok? Avant ces règles, pas du tout. C'est juste après les règles que cette loi est applicable. Et de ce côté-là, bon, même s'il y a très peu d'hommes qui s'habillent de façon assez dénudée, mais est-ce que les hommes aussi se retrouvent face à cet âge, bon, je ne sais pas si je dois appeler ça attaque des djinns, ou bien peuvent aussi se retrouver dans ces positionnements-là où un djinn le poursuit, ou un djinn essaye d'avoir des relations avec lui et poser des problèmes dans son couple? Absolument. Quand nous parlons des djinns, c'est ce que vous entendez souvent par dire mari des nuits, femme des nuits. Qu'est-ce que c'est ça, les djinns? Mari des nuits, femme des nuits. Et pour ce qui est des hommes, oui, beaucoup des hommes. Bon, j'ai traité beaucoup des hommes avec les femmes des nuits. Pour les hommes, c'est généralement, il faut savoir, quand vous fréquentez les hôtels de passage, ok, les djinns habitent souvent ces endroits-là, fréquentent beaucoup ces endroits-là. Et les bars où l'on s'enivrer, disons, des fêtes, est une porte ouverte. C'est pourquoi dans beaucoup de cultures, c'est interdit. Quand vous vous enivrez, tu ouvres la porte au djinn. Okay? Troisième point, c'est la masturbation. Mais attendez, avant qu'on aille plus loin, parce que ce concept de djinn, c'est même cette appellation, très souvent, on l'a entendu quand l'islam est arrivé un peu au territoire. Est-ce que beaucoup pensent peut-être que c'est juste une conception islamique? Est-ce que vraiment, dans notre réalité africaine, donc, nous avons aussi des djinns, ou peut-être que chez nous en Afrique, on l'appelle simplement différemment. Mais ils sont là, mais ils étaient peut-être appelés différemment. Parce que ces djinns, le mot djinn, on l'a plus entendu un peu chez les musulmans. Si vous voulez nous avons les mêmes réalités. Hein. Si vous voulez un Africain, je vais vous dire Chitaori. Vous êtes familier avec le nom Chitaori, okay. Qui est un nom zoulou. Chitaori sont là. Donc, ils sont là depuis bien longtemps. Ce n'est pas que ce sont l'islam qui nous ramène les affaires. C'est un mot qu'on utilise de manière islamique parce que c'est la plus répandue. Ok. C'est juste une appellation différente. Différente. Ok. Chez nous, en France, on appelle. Il y a un mot français. Il y a un mot français. Nous, nous disons mari des nuits et femme des nuits. Il y a un autre mot. Mes mots m'échappent, mais il y a des mots dans chaque culture. Dans chaque culture et dans chaque peuple du monde, si on va au Tibet, il y a un nom tibétain. Si on va en Chine, il y a un nom chinois. Si on va en Corée, il y a un nom coréen. Et les noms. Mais c'est pas ce qui est un peu appelé aussi incube et succube? En français, c'est ça, incube et succube. C'est ça le mot que je cherche en français. Ah, okay. Incube et succube, c'est en France. OK?
Chez nous, chez Chitaori, il y a plusieurs catégories de ces êtres-là. Il y a plusieurs catégories. Du point de vue général, un peu on dit djinn. Mais si nous voulons rentrer dans la terminologie précise, d'y parler des djinns, c'est pas correct. Si nous voulons analyser les phénomènes, d'y parler des djinns, c'est pas correct. Parce que le mot djinn vient du mot djinna aboul. C'est plus correct de parler de succube et incube. Okay? C'est un phénomène particulier. Mais c'est un phénomène qui intéresse aussi beaucoup les hommes. Comme je disais, la masturbation, quand attire les djinns. La pornographie attire les djinns, soit pour les hommes comme pour les femmes. Donc cette culture de s'habiller correctement est une façon aussi de protéger nos femmes, tout simplement. Absolument, oui. Beaucoup n'ont pas compris cela, ou même nous-mêmes, parce qu'il y a aussi, les problèmes, je dirais aussi, on ne peut pas que condamner la femme à 100%. Il y a de ces hommes qui apprécient que les femmes, voir les femmes habillées comme ça, apprécient. Il y a même peut-être d'autres hommes qui encouragent leurs propres femmes à s'habiller comme ça. Mais ils devraient se rendre compte au fait de ce qui se passe dans son environnement. Apprécier ta femme, apprécier une femme, de par son corps, est une retombée de l'esclavage, du commerce d'hommes. La femme et les seins, le bassin ne sont pas des organes de plaisir. Ce sont des organes de reproduction. La bouche, les seins et pénis, ce ne sont pas des organes de plaisir. Attention. Ce sont des organes de reproduction. Des organes sacrés à la reproduction. Des organes sacrés à la reproduction. Et dans les temps anciens, même les rapports sexuels étaient régularisés. La finalité était produire des enfants en des périodes bien définies. Vous voyez les animaux. Vous voyez les animaux s'accoupler n'importe quand. Non, il y a des périodes. Tel était pour l'homme. Il y avait une période d'accouplement selon une culture donnée par rapport à leur environnement. Un mauvais accouplement dans un territoire donné, dans une phase non circoncise, donne naissance à des criminels. À des criminels, à des voyous, à des badauds, à des enfants sans intelligence, sans esprit. Donc, non. Là, il faudrait qu'on puisse bien comprendre. Ça veut dire que cela donne naissance à des criminels. Ça veut dire que cela attire déjà au niveau spirituel des âmes. Il y a des périodes. Certaines catégories qui viennent au monde. C'est ce que vous voulez dire. Il y a des périodes. Il y a des périodes bien spécifiques pour attirer de belles âmes, de bonnes âmes. Selon votre environnement. Par exemple, les gens nés, je dis par exemple, en septembre. Quelqu'un né au septembre au Congo n'est pas la même chose que quelqu'un né au mois de septembre en Chine. Ce n'est pas pour rien que les Chinois ont leur propre cosmogonie. Ils n'utilisent pas celle occidentale. Mais toi, tu dis, moi, je suis taureau, mes vertus sont Attends, mais tu es né. OK. Cette cosmogonie a été inventée, a été étudiée, développée selon des circonstances bien définies en France, environnementales. Mais toi, tu es né au Congo, qu'est-ce que tu as à voir avec ça? C'est le contraire. Tu peux être le contraire de ce que tu es en train de voir. Bien entendu, il peut y avoir des éléments de commun. En grand, mais en spécifique, c'est différent. Je dis un peu comme Motumbe disait, vous comprenez un peu l'affaire. C'est complexe. Et c'est ça les retards que nous avons. Nous donnons naissance à des cochons que nous voulons se comporter comme des éléphants. Tu veux donner naissance d'enfance à un éléphant, c'est programmé. C'est ça parce qu'ils sont allés s'accoupler n'importe comment. Oui, pour te dire que même l'accouplement, ce n'était pas. C'est l'Occident qui
nous plonge dans la décadence pour laquelle l'accouchement devient un acte de plaisir, de réjouissance. Absolument pas. Ce n'est pas de la... on s'en est tombé dans une décadence perverse. C'est pour dire que ces organes qui sont à la reproduction de la vie, la chose la plus sacrée dans l'existence, c'est la vie. Comment nous pouvons les mettre comme ça? Voyez un peu. C'est péché contre la vie, ça. Et seulement aux enfants qu'il est accordé d'être aimés, pas un adulte. Les conséquences, sur le plan personnel, collectif, national, sont désastreuses. Tout comme la consommation de l'alcool dans les bars et trucs attire beaucoup de djinns, attire beaucoup de succubes. C'est une mauvaise culture. Une très, très, très mauvaise culture. Qui n'est enrichi que les Occidentaux et les étrangers qui viennent apporter les boissons, parce que les boissons sont toujours étrangers. Attention, je ne suis pas en train de dire que la consommation de l'alcool est une chose mauvaise. Chez soi, avec son ami et ses parents ou entre amis, on peut s'asseoir, prendre son verre. C'est plutôt l'enivrement qui est un problème. Absolument. L'enivrement est l'endroit. Ah, ok. L'enivrement et les lieux. Un endroit d'enivrement, ok, est une exposition. On s'expose à des dangers déjà, dans un endroit d'enivrement. Mais chez soi, il n'y a pas un problème du tout. Dans les limites de la décence, il n'y a pas un problème du tout. C'est l'enivrement qui a un problème. Vous voyez un peu, nous avons plusieurs petits problèmes culturels des gauches et des droites qui nous semblent être des choses sans importance. Mais quand nous les mettons tous ensemble, nous rendons comme si nous vivons nous sommes engouffrés dans un cataclysme, nous sommes absorbés dans un trou noir qui est sans fond. Donc, une certaine moralité est perdue. Est-ce qu'on peut aujourd'hui apporter un changement face à ça? Est-ce que cela aussi aura-t-il des dégâts à notre génération future? On ne sait plus, on n'a plus de repères de moralité. Pour avoir des repères de moralité, il faut d'abord comprendre les besoins de moralité. Si on veut le développement parce qu'on comprend les besoins du développement. Mais on ne peut pas avoir les moralités si on ne comprend pas les besoins de la moralité. Ce qu'il faut définir, c'est les besoins de la moralité. Dernièrement, j'étais à Kinshasa et j'étais quelque part et je me suis arrêté de voir un enfant en train d'insulter un autre de manière aberrante. Les gens qui étaient autour de moi pensaient que j'étais frappé par la capacité d'un enfant à insulter. Non. Ce n'est pas la première fois que je vois quelqu'un insulter l'autre, après tout. Ce qui m'avait frappé, c'est la quantité des esprits qu'il y avait dans un petit enfant, dans un petit corps comme celui-là. Il faut savoir que dans le manuel de l'exorcisme, quand quelqu'un est appelé, un opérateur spirituel est appelé, ou il lui est rapporté un cas de possession démoniaque, il doit venir faire ce qu'on appelle des tests préliminaires. Et le tout premier élément, le tout premier test qui nous met sur la voie pour dire voilà, il y a possibilité de possession démoniaque, c'est la vulgarité. Un, la vulgarité. Et deux, les actes obscènes. Ok, les actes obscènes. Ok. Qui font lien à la sexualité. Comme je dis, les esprits sont les djinns, sont très liés à la sexualité. Il y a la vulgarité
verbale et l'obscénité. Ce sont des éléments percusseurs qui indiquent un opérateur exorciste que nous sommes devant une possession. Avant même d'arriver à ce que l'esprit puisse interagir, ce sont les premiers actes. Et justement, les cultures anciennes avaient établi des pactes moraux en connaissance de ça. Ils avaient réalisé que, en fait, ce sont un système des boîtes chinoises. La vulgarité naissante à un enfant le prédisposait à la possession démoniaque. Il n'y a pas seulement les possessions démoniaques, parce que la possession démoniaque est la forme la plus élevée. Il y a d'abord les possessions mentales, les possessions psychiques. Ok, non? Des formes moins dérangeantes me présentent. Quand une personne commençait à insulter la vulgarité, on sait possession mentale. Et si on laissait cela courir, on allait arriver à la possession psychique. Et puis, de la possession psychique, maintenant on voit la vulgarité. Pardon, l'obscénité. Et puis on arrive à la possession spirituelle comme manifestation des entités qui habitent le corps d'une personne. Mais il faut savoir que la vulgarité sont des signes de possession mentale. L'obscénité physique ou même verbale sont des signes de possession psychique. Et la possession spirituelle, on a des manifestations des esprits. Ces trois étapes-là. Et donc, les anciens avaient créé des garde-fous pour empêcher cela. Ou pour être en mesure de les individuer tout de suite. Donc, la moralité fut établie avec le système éthique, en concert avec un code de vie communautaire qui, par après, va prendre les instances religieuses. C'est ça l'objectif. C'était ça la démarche. Sans ces codes-là, il était difficile de savoir qui est possédé et à quel niveau, comme il est aujourd'hui le cas à Kinshasa. Seulement celui qui a l'œil peut voir autant d'esprit dans une petite personne. L'enfant que je voyais n'avait pas 5 ou 10 ans, il avait 7 ans. Possession psychique, donc possession mentale, à gogo. Possession psychique et possession démoniaque. Tout ça dans un petit corps. Et comme ces garde-fous ne sont pas présents, on va dire non, il est juste mal éduqué. Et Kinshasa est un des endroits les plus poliés du point de vue des entités psychiques. Pardon, les entités mentales, psychiques et démoniaques. Toutes les entités qui, dans le temps, avaient été chassées, renfermées ou limitées dans les fleuves Zaïre, limitées dans les montagnes de Mangengengue, limitées là loin vers après les mots Amba. Puis les entités déambulent librement. Il n'y a aucune juridiction spirituelle. Voilà peut-être pourquoi on remarque cette insolence qui règne dans la jeunesse à Kinshasa. Exactement. C'est une possession mentale. Et quand même nous arrivons à cette obscénité des femmes qui se promènent à poil, nous avons affaire avec des possédés psychiques. Et pour après arriver à des véritables cas où nous avons des possessions démoniaques. Vous dites que ces entités étaient renfermées dans l'ancien temps, à l'époque du Zaïre. Quand vous dites ça, ça veut dire que c'était juste avant la colonisation ou très loin avant la colonisation par nos ancêtres, avant l'arrivée de l'homme blanc, ou pendant après la colonisation à l'obtention de l'indépendance, ou c'était quand exactement? C'est depuis l'ancien temps tout simplement? Il y a des pactes qui se créent. Comme quand vous êtes entre des pays, vous disiez nous avons une frontière. Ça c'est votre pays, ça c'est notre pays. OK? Et le même pacte sont faits
avec le monde. Le monde spirituel. Ça, c'est notre territoire, ça, c'est votre territoire. Et il y a un chef, ok? Et comme l'était, par exemple, le roi Congo, et comme l'était dans le cadre de notre territoire, Mobutu, Idi Amin, et l'était Thomas Sankara, tout ce genre-là, avait une autorité. Non, je ne voulais pas dire Kwame Nkrumah. Ok? Mobutu, le chapeau de léopard et son bâton, ok, définissait son pouvoir sur les esprits. C'est-à-dire, c'était un accord. Ça, c'est votre territoire. Vous êtes libre dans cet espace-là. Ça, c'est pour les êtres humains. Un chef doit avoir ce pouvoir-là. Sinon, tu n'es pas un chef. Tu es un technocrate, comme nous le voyons beaucoup aujourd'hui, qui ne s'occupe que de l'argent. Quand Mobutu meurt, bien, ces pactes tombent. Parce que ces pactes sont liés à des procédures qu'il faut faire. Il y a des choses qu'il faut faire pour maintenir ces accords-là. Quand vous, de votre côté, vous ne les faites plus, quand vous commencez à couper tout arbre comme vous voulez, vous avez violé les accords. Ah, ok. Quand vous rentrez dans les forêts, n'importe quel comment pour couper et faire, vous avez violé les accords. Si vous avez violé les accords, eux aussi violent les accords, eux aussi viennent chez vous. Ok, si on comprend bien, il y avait des accords qui ont été... Vous allez dans la forêt, prenez ce que vous voulez. Mais eux aussi viennent chez vous, prennent ce qu'ils veulent. D'accord. Donc, les accords ont été, comme on dirait, bafoués. Ça veut dire qu'il y avait déjà des accords qui étaient là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ceux qui sont venus n'ont pas respecté, n'ont pas fait la continuité. Non. Et alors, ils ont laissé porte à toutes ces entités qui ont envahi Kinshasa ou les pays. Incroyable. Donc, on pourrait aussi dire la même chose dans plusieurs pays africains, en fait. Dans plusieurs pays africains, oui, il y a la même chose.